Bonsoir à tous. Donc bienvenue aux participants qui nous ont rejoints, pour ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue également aux participants qui sont en ligne sur Zoom. On a pour l'instant 22 personnes sur Zoom en ligne, mais ça va monter pendant le temps de notre réunion. Donc on est là ce soir pour une réunion publique de synthèse de la concertation sur la FIPIL, la phase industrielle pilote de Cigéo, sujet sur lequel on reviendra pendant la soirée. La réunion est filmée, alors pour ceux qui ne veulent pas être filmés, vous pouvez vous mettre derrière la caméra, et si vous êtes derrière la caméra parce que vous êtes déjà installé, c'est pas grave. À noter que la réunion est filmée et enregistrée sur Zoom, et donc vous pourrez aussi retrouver l'enregistrement de la réunion sur le site de la concertation. Je passe tout de suite la parole à Sébastien Farin, directeur dialogue et prospective de l'Andra, pour un mot d'accueil. Merci Jean-Baptiste, bonsoir à toutes et à toutes. C'est sympathique de nous accueillir ici en Meuse-Haute-Marne pour cette réunion de synthèse qui vient clôturer la démarche de concertation que nous avons lancée sur cette phase industrielle pilote. Je vais y revenir dans quelques instants, en début d'année. L'objectif étant de nous aider à alimenter des propositions que nous devons faire. Et donc, dans le processus normal de la concertation, après avoir sollicité les parties prenantes et le public pour s'exprimer sur ce sujet, il est normal, et les garants qui sont avec nous ce soir avaient bien insisté sur le sujet, que nous puissions avoir un moment de restitution qui permette de donner à voir ce qui s'est dit pendant cette concertation, et c'est l'objet de la réunion pour laquelle je vous remercie pour votre participation, que ce soit ici en Meuse-Haute-Marne ou bien sûr à distance grâce aux technologies modernes. Voilà. Merci. Quelques petits mots sur le déroulé de notre réunion. Donc, on reviendra dans un premier temps sur les enjeux de cette concertation et les modalités qui ont été mises en place. On aura un témoignage de certains des participants, notamment un témoignage de l'Ancli et quelques témoignages vidéo des étudiants qui ont participé aux ateliers. Et puis l'Andra, Sébastien Farin, présentera les premiers enseignements que l'agence tire de cette séquence de concertation sur la phase industrielle pilote. Avant le temps d'échange, je rappellerai tout à l'heure les modalités du temps d'échange, où vous verrez que vous aurez la possibilité de vous exprimer soit évidemment depuis la salle, soit à distance depuis Zoom, soit par écrit avec une petite modalité qui vous sera présentée tout à l'heure. Je souligne également donc la présence ce soir de Patrice Torres, bien évidemment, qui s'est exprimé lors de la réunion de partage de la feuille de route tout à l'heure, directeur des opérations industrielles de l'Andra, Sébastien Farin, que je viens de présenter, Camille Peffer, responsable de la concertation à l'Andra, qui s'exprimera tout à l'heure pour le retour sur les modalités, ainsi que Claire Morand et Jean-Luc Campagne, qui sont les garants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public, à qui je passe la parole pour un petit rappel de leur rôle. Merci. Les slides passent. Ah non, ok. Merci beaucoup. Donc très rapidement, donc on est les garants de la Commission nationale du débat public. Et qu'est-ce que la CNDP? C'est une autorité administrative indépendante qui défend un droit. Ce droit est inscrit dans la Charte de l'environnement et dans la Constitution. C'est le droit d'accéder à une information relative à l'environnement qui est détenue par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Je lis comme ça, je suis sûre de ne pas dire de bêtises. Voilà, et donc ce droit, comment il se décline? C'est déjà le principe de débattre de l'opportunité d'un projet, de sa pertinence, avant la prise de décision. Ça peut être également de discuter des conditions à réunir pour la mise en œuvre d'un projet, ainsi que de son insertion sur un territoire ou voilà, à différentes échelles, comme c'est le cas, on va dire, comme c'est le cas du projet Cigéo par exemple. Et puis plus largement, c'est un droit qui vise à permettre l'information et la participation large du public. Et donc ça veut dire, derrière cette idée-là, c'est la transparence, la clarté des informations qui lui sont transmises. Et voilà en quelques mots sur comment tout ça peut se décliner.
6 grands principes de la CNDP, c'est l'indépendance, hein, puisque c'est une autorité administrative indépendante, la neutralité, la transparence, l'argumentation. L'idée, c'est pas de dire il y a 100 personnes pour ou contre le projet, mais c'est bien de mettre en évidence les arguments en faveur ou les arguments contre un projet. L'égalité de traitement de toutes les informations du public, sans faire de différence entre leur provenance, et l'inclusion de tous les publics. Et juste une slide voilà, pour rappeler nos coordonnées en cas de besoin. Merci beaucoup. Merci pour ce rappel. Je vais donc maintenant passer la parole à Camille Peffer et Sébastien Farin pour un retour sur les enjeux et les modalités qui ont été mises en place lors de cette concertation sur la phase industrielle pilote. Merci Jean-Baptiste. Alors la première partie va être de représenter le cadre un petit peu de cette concertation, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre et ensuite quelles ont été les contributions. Alors le premier point, je suis désolé, vous devez tous le savoir, mais on ne sait jamais. Peut-être que parmi vous, quelqu'un n'a pas encore ces informations, donc on va les rappeler quand même rapidement. C'est qu'est-ce que CIGEO? On va faire vite, hein, rassurez-vous. Hein. Mais pour les personnes qui sont en ligne, on peut éventuellement imaginer qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore tout à fait bien CIGEO. Donc CIGEO, c'est le centre sur lequel travaille l'ANDRA pour assurer une gestion à long terme des déchets les plus radioactifs qui viennent essentiellement de la production d'électricité par les centrales nucléaires et le cycle du combustible. Et donc c'est ce qu'on appelle techniquement les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, qui sont des déchets très dangereux et qui sont des déchets qui ont une dangerosité qui est très longue. Et il faut donc des dispositions particulières pour pouvoir les gérer sur le long terme. Et cette disposition particulière sur laquelle travaille l'ANDRA depuis fort longtemps maintenant, c'est le projet CIGEO, qui vise donc à construire des installations souterraines à 500 mètres de profondeur dans l'argile qui est sous nos pieds et en dotant en surface cet ensemble de 2 installations de surface pour nous permettre d'alimenter bien entendu en air, excaver les roches du fond et puis bien sûr acheminer ensuite les colis dans les installations de stockage qui apparaissent sur ce schéma en violet et en jaune pour la plupart. L'enjeu de la concertation que nous avons conduite en 2024 sur la phase industrielle pilote, c'est de préciser ce qu'est cette partie que vous voyez apparaître sur l'écran en rouge, qui est une phase temporelle qui marque le début de l'installation, c'est-à-dire une période qui commencerait au moment du décret d'autorisation de création de CIGEO, qui pourrait arriver à l'horizon 2027-2028, et qui pourrait se poursuivre pendant quelques années, afin d'acquérir un certain nombre de données pour conforter la manière dont on a regardé la sûreté, pour conforter ce qu'on appelle la récupérabilité, la réversibilité, et puis pour conforter notre capacité à exploiter cette installation. Alors avant d'aller plus loin, Patrice, tu veux peut-être commenter rapidement aussi ce schéma, parce que derrière ce court schéma, il y a pas mal d'informations qui peuvent concerner aussi ce qui se passe sur le terrain. Oui, qui sont extrêmement importantes. C'est souvent, je dirais, pour vous, alors pour ceux à distance peut-être un petit peu moins, mais pour ceux d'entre vous, je crois que j'ai la chance de connaître à peu près tout le monde. Je sais que vous maîtrisez le sujet. On pourrait se limiter souvent à ce schéma-là pour vous montrer où nous en sommes et comment on progresse. Donc, le projet, vous le savez, a été reconnu d'utilité publique et aujourd'hui, on est dans la phase bleue, dite instruction de la demande d'autorisation de création. J'en ai parlé pour ceux qui étaient présents en première partie de réunion et pour les autres, je vais le redire. Voilà, on a déposé cette demande. On sait que l'instruction devrait durer à peu près 5 années. Et donc là, on voit apparaître vers 2027. A priori, ça serait même plutôt vers début 2028, dans le meilleur des cas, la capacité à obtenir cette autorisation de création. Cette autorisation de création, elle donne le top départ, Sébastien vient de le dire, de la phase industrielle pilote, mais elle donne également le top départ, si on l'associe à d'autres autorisations, de construction physique sur l'installation, d'abord des opérations de terrassement, la pose évidemment de clôture, puis la construction de bâtiments et autres. Et les seules opérations que l'on peut démarrer avant l'autorisation de création, c'est ce que je vous ai présenté précédemment, l'archéologie préventive, des forages, et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les aménagements, le début des aménagements préalables, c'est ce qui est en bas là, sur ce transparent-là. Et puis vous avez aussi d'autres informations, et pourquoi je voulais qu'on prenne une petite minute de plus pour en parler, c'est on aime bien, vous le savez, en tout cas j'espère, vous le savez,
travailler et partager en sincérité. Il y a des jalons qu'on maîtrise, il y a des jalons qu'on ne maîtrise pas. Quand je vous dis, on peut espérer, on imagine, dans le meilleur des cas, avoir une autorisation à l'horizon début 2028, fin 2027, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas la main sur ça et c'est bien normal. L'ANDRA ne s'auto-autorise pas, on dépose, on fait une demande d'autorisation, après tout le travail d'instruction, les demandes d'avis aux uns et aux autres, on peut imaginer avoir. De la même manière, nous on aura une vraie action sur la construction. Ça c'est les délais qu'on va maîtriser plus ou moins sur des projets de cette dimension-là. Il faut rester raisonnable et humble là aussi. Ça ne se joue pas au quart d'heure près, ça ne se joue pas même à quelques années. Voilà, on sait quand on démarre, on ne sait pas toujours exactement quand on va terminer. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas non plus quand est-ce qu'on sera autorisé à mettre en service. Et ça, c'est une autre information extrêmement importante de ce transparent. L'autorisation de création, le début de ce qu'on appelle la phase industrielle pilote et qui va nous occuper là sur l'heure à venir, ce n'est pas l'autorisation de prendre en charge les déchets radioactifs. Pour être autorisé à prendre en charge des premiers colis de déchets radioactifs sur l'installation, il faudra avoir une autorisation de mise en service de l'installation. Elle arrivera dans les années 40. Vous voyez, je prends beaucoup de précautions. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on nous la délivre? Déjà, l'autorité de sûreté nucléaire, elle viendra vérifier que l'outil qu'on a construit correspond bien à celui pour lequel nous avons été autorisés. Et que, effectivement, sur cette première phase, et là Sébastien en reparlera, cette première phase de la phase industrielle pilote qui correspond à la construction, on acquiert bien les données qui confortent ce qu'on a présenté et ce qu'on a imaginé. Et là, si c'est le cas, après on pourra éventuellement être autorisé à mettre en service, donc à recevoir les premiers colis déchets radioactifs, et puis on pourra commencer à fonctionner sur le plan industriel dans certaines limites, et je vais rendre la parole à Sébastien puisque ça va faire la transition avec la deuxième partie de la phase industrielle pilote après la partie travaux. Merci Patrice. Et donc pour rentrer plus en détail sur la phase industrielle pilote et pour bien comprendre quels sont les enjeux, je vais essayer de m'appuyer sur ce schéma, mais je vais surtout essayer de m'appuyer sur ce qui se passe dans la vraie vie. Cigéo est une installation nucléaire de base pour laquelle nous avons demandé une autorisation de création, et le principe de l'instruction de cette demande d'autorisation de création, c'est de vérifier que la démonstration de la sûreté, de la maîtrise de la sûreté de cette installation soit apportée par l'exploitant, ici l'ANDRA, et c'est ce que doit vérifier l'autorité de sûreté nucléaire en lien avec l'IRSN et les groupes permanents avant de prendre une décision. Dans le cas d'une installation normale, lorsque cette instruction est positive, il peut y avoir la délivrance du décret d'autorisation qui apparaît ici en bleu au début de ce schéma. Dans une installation normale, une fois qu'on a le décret d'autorisation de création, nonobstant plein de détails, il y a beaucoup d'autorisations parallèles à avoir, on peut commencer à construire l'installation nucléaire. Donc c'est la première séquence de ce qu'on appelle la phase de construction initiale. Puis ensuite, on va procéder à des essais. Alors dans le cas de Cigéo, on procédera à des essais de mise en service de l'installation, mise en service des équipements de cette installation, pas encore de déchets radioactifs. On va commencer à tester les machines, puis peu à peu, on va amener des colis factices pour leur faire le trajet que feraient des colis radioactifs plus tard. Puis, une fois qu'on a fait ça, normalement, on obtient ce qu'on appelle l'autorisation de mise en service, que vient d'évoquer Patrice. Mais Cigéo est un projet particulier. D'abord, pour ses temps longs, ça fait longtemps qu'on travaille sur Cigéo, on prend du temps. C'est une installation qui doit gérer des déchets particuliers, je l'ai dit, les déchets les plus radioactifs. Les temps caractéristiques qui sont liés à Cigéo sont très très longs, puisqu'on parle d'une période d'exploitation de plus d'1 siècle. On parle ensuite d'une sûreté sur des temps qui sont très très longs. Et donc Cigéo est en soi une installation nucléaire particulière, d'autant plus que c'est une installation nucléaire qui a une partie souterraine à 500 mètres de profondeur. Et donc la particularité de Cigéo, c'est que le législateur a ajouté ce qu'on appelle cette phase industrielle pilote, qui est un moment particulier, puisque quand nous commencerons, nous espérons avoir cette autorisation de mise en service, quand nous commencerons à stocker les déchets, nous n'aurons qu'une autorisation de mise en service partielle, limitée à cette phase industrielle pilote. C'est la seule installation nucléaire pour laquelle ce type de disposition existe. Alors pourquoi ça? Pour vérifier que dans cette période, on fait bien ce qui est attendu, on a bien les paramètres qui nous vont bien dans le souterrain, tout ce qu'on prévoit d'avoir, on sait exploiter cette installation, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, conforter la sûreté, conforter la capacité à l'exploiter, et conforter la demande qui est aussi faite par le Parlement d'être en capacité de récupérer les déchets. D'accord ? Et donc, si l'autorité de sûreté nucléaire nous dit « Ok, vous pouvez y aller », on ne pourra y aller que pour la phase industrielle pilote.
Et la particularité de tout ça, c'est que pour qu'on puisse avoir l'autorisation de mise en service complète de l'installation, c'est qu'il faudra que le Parlement vote une loi qui définira les conditions de poursuite du projet. C'est ça la phase industrielle pilote, c'est une phase avec une séquence construction d'installation, des essais sans colis, des essais avec des colis, puis le stockage de colis, et ensuite un rapport qu'on remettra au Parlement, ou pendant cette phase, un rapport qu'on mettra au Parlement. Alors j'ai passé trop vite. Qu'est-ce que pourra faire le Parlement? Le Parlement, il aura entre ses mains la suite. Et cette suite, elle est impossible à écrire. Patrice tout à l'heure disait que c'était difficile de pouvoir prévoir des dates exactes. Ici, je ne sais pas ce que décidera le Parlement, parce que cette décision, c'est une décision qui est assez lointaine, dans plusieurs décennies. Et cette décision, elle est un petit peu illustrée par ce schéma que nous avons essayé de construire sur la base des échanges, d'ailleurs, que nous avons eus avec les parties prenantes, en particulier l'ANCLI, l'Association nationale des CLI, avec lesquelles nous avons encore travaillé sur cette concertation, et Camille y reviendra tout à l'heure. Et donc le Parlement, il pourra décider qu'on continue, parce que toutes les démonstrations qui ont été apportées durant cette première phase seront positives, et donc on peut avancer normalement. Il pourra, à contrario, décider qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et qu'il faut arrêter le projet, mais il pourra aussi décider tout autre chemin entre ces deux solutions, soit de prendre le temps pour regarder encore quelque chose, continuer, mais dans une certaine limite. Toutes les options sont possibles. Et donc l'enjeu de cette phase industrielle pilote, c'est d'entrer en capacité, sur toute la période qui est détaillée ici, d'accumuler des informations pour livrer au Parlement ce qu'il doit connaître pour prendre sa décision. Alors vous allez voir, je vais vous l'illustrer très concrètement en quelques instants, mais c'est ce que nous demande aujourd'hui ce qu'on appelle le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, c'est de faire des propositions sur ce sujet-là. Et concrètement, pour aller directement, l'ANDRA a proposé, c'est une proposition qui a été faite dans le cadre du dépôt de la demande d'autorisation de création, dans un document qu'on appelle le plan directeur pour l'exploitation, l'ANDRA a proposé que le bilan de la phase industrielle pilote comporte l'ensemble des éléments qui sont présentés ici. Ces éléments, ce sont des choses que nous avons proposées, et c'est des choses que nous avons retenues aussi de précédentes séquences de concertation, notamment une séquence qui a été conduite en 2021 et en 2022. Bien entendu, il faudra qu'on démontre au Parlement que les données géologiques qu'on s'attend à trouver dans le stockage sont bien celles qu'on trouvera. Une fois qu'on va arriver à 500 mètres de profondeur, est-ce qu'on observe bien ce qu'on pensait observer? Il faudra qu'on montre que la qualité des ouvrages qu'on aura construits à 500 mètres de profondeur, pour les personnes qui sont descendues dans le laboratoire, ça peut faire des ouvrages assez importants, ça fait des linéaires aussi importants, que ces ouvrages sont bien sûr de bonne qualité. Il faudra qu'on apporte la démonstration aussi au Parlement, alors nous ne serons pas les seuls, puisqu'il y a quand même une autorité de sûreté qui va valider tout ça, que l'installation est gérée de manière sûre. Il faudra qu'on apporte au Parlement la démonstration que nous gérons aussi cette installation en toute sécurité, que ce soit bien entendu pour les travailleurs, mais d'une manière générale aussi dans tous ces alentours. Il faudra qu'on apporte la démonstration de notre capacité de réversibilité. Ah. Ok, je continue un petit peu. D'accord. Je vais. Avec les mains, je ne sais pas, ça va être compliqué. Réversibilité, je ne suis pas sûr d'y arriver. Il va falloir aussi qu'on apporte le bilan de la surveillance environnementale. Quel est l'impact de l'installation? D'accord, donc apporter la démonstration de tout ça. Est-ce qu'on est capable de stocker les colis? C'est ce qu'on appelle les opérations industrielles de stockage. Est-ce qu'on a la capacité à faire des ouvrages de fermeture? Vous savez que CIGEO est construit pour in fine pouvoir être fermé, pour passer à une sûreté passive, et donc il faudra avoir une capacité de fermeture. Et puis, la gouvernance, c'est comment on associe le public et les parties prenantes dans la vie de l'installation pour tenir informé tout le monde et faire en sorte que les décisions importantes soient prises en bonne et due forme avec, bien entendu, l'association des publics. Alors ça, c'est des choses qui sont très liées à l'ANDRA et qui sont intrinsèquement notre responsabilité. Nous devons apporter ces éléments. La concertation nous a permis aussi d'identifier un certain nombre d'autres éléments qui ne sont pas forcément uniquement du ressort de l'ANDRA. Quand on lit les thèmes, on voit assez vite. Certains ont pensé qu'il était quand même important de savoir quel était le bilan de l'impact socio-économique du projet sur le territoire. Qu'est-ce qu'il apporte? D'avoir une vraie vision de cet impact. Et donc, il serait intéressant de dire au Parlement, concrètement, quel est l'apport en emploi, en finances sur le territoire, en bilan, donc vraiment sur l'impact socio-économique. Quelles sont aussi les perspectives
sur la filière nucléaire dans son ensemble. Ah. Vous avez un problème à distance. Vous voulez que je fasse une pause? Ah ouais, c'est toi peut-être, parce que tu as l'air de te lever. Je continue. Donc, quel est le bilan sur les installations nucléaires? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les déchets, pour ceux qui sont déjà produits, sont dans des entrepôts. Si on vient mettre les déchets dans CIGEO, il faut regarder quels sont les impacts sur les entrepôts, sachant que si on devait reprendre ces déchets, récupérer ces déchets, il faut bien pouvoir aller les mettre quelque part. Quelles sont les dépenses qui ont été faites? Est-ce qu'on maîtrise notre budget? Donc un bilan du coût des investissements initiaux et du fonctionnement au début. Les perspectives de développement de projets à l'international, nous ne sommes pas les seuls à avancer. Récemment, les Finlandais et les Suédois ont annoncé pouvoir commencer à engager la construction, voire les premières phases de test de leurs installations souterraines qui sont équivalentes à CIGEO. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'international? Si le Parlement voit que beaucoup d'autres pays travaillent comme nous, ça peut être un élément important dans la décision qu'il prendra. Quels sont les travaux qui sont menés sur les alternatives ou sur les choses qui peuvent être complémentaires au stockage? Et puis enfin, quels sont les premiers éléments qu'on apporte pour montrer qu'on aura la capacité à préserver la mémoire du stockage? Donc c'est tous les éléments que nous avons proposés pour apporter des informations au Parlement dans le cadre de sa décision qui viendra sur la base d'un projet de loi que fournira le gouvernement. C'était ça que je voulais faire. Alors, on va revenir maintenant sur la concertation. Si vous avez des questions tout à l'heure sur la phase industrielle pilote, j'y répondrai. Mais sur la concertation, l'objectif de cette concertation, c'est de voir si ces thématiques vous semblaient suffisantes aux parties prenantes et au public, s'il y avait d'autres idées qui émanaient. Alors, on a, pour ceux qui sont dans la salle, vous voyez qu'on utilise d'ailleurs le schéma ici plusieurs fois, éventuellement par session. On a une démarche de concertation depuis de nombreuses années à l'Andra. Cette démarche, elle est suivie depuis 2017 par des garants. Vous avez eu tout à l'heure une intervention de Claire et de Jean-Luc. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous présenter à la fois ce qu'on a fait et ce que nous allons avoir comme premier élément de conclusion aujourd'hui. Alors ça s'inscrit dans un cycle assez long, je ne vais pas vous détailler ça aujourd'hui, mais disons que vous voyez qu'on est dans la période 2024, dans un cycle qui inclut des concertations précédentes et qui aura bien sûr d'autres suites. Alors Camille, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Camille qui s'occupe en lien avec Pauline ici sur le territoire des aspects de concertation et qui a particulièrement supervisé cette séquence de concertation, et elle va vous expliquer ce que nous avons mis en œuvre dans cette année 2024. Donc déjà à distance, normalement le son est revenu, mais vous inquiétez pas, à la fin, si vous avez raté des informations, vous aurez le temps de poser des questions, il n'y a pas de problème. Donc pour revenir sur les modalités de concertation sur la FIPIL, en fait, on est parti de l'idée, comme vous le disiez Sébastien, qu'à la fin de la phase industrielle pilote, il y a une loi qui sera votée. Et donc on a besoin dès maintenant de savoir de quelles informations les parlementaires auront besoin pour voter cette loi. Et donc, en partant de ce principe, on a imaginé un atelier qui s'appelait Bienvenue en 2050, qu'on a mis en place avec des étudiants et avec le comité éthique et société de l'Andra, où ils se sont mis à la place d'un parlementaire en 2050 qui devait voter cette loi. Et avec des ateliers, ils se sont dit, mais de quelles informations j'ai besoin? Ils ont réfléchi ensemble et à la fin, ils nous ont fait des propositions. Donc, pour que ça vous semble un petit peu plus concret, je vous propose de voir cette vidéo qui retrace toute la journée qu'on a passée avec les étudiants. Comme ça, ça vous donnera une idée de ce qui s'est passé. Et le Parlement, donc vous, doit décider de la poursuite du projet ou pas. Aujourd'hui, on organise un atelier étudiant. L'objectif de la journée, c'est de faire voyager des étudiants dans le temps, le 13 avril 2050, et de se mettre à la place de parlementaires qui doivent voter une loi sur le projet CIGEO. Les parlementaires d'un jour devront réfléchir aux conditions de poursuite du stockage en 2050. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait différemment? Et ils doivent surtout réfléchir à quelles informations ils auraient besoin pour voter cette loi. L'impact sur l'environnement. Moi je pense qu'il faut quand même un mec technique parce que sans la technique, c'est dur de se dire des arguments concrets.
projeter en 2050, super intéressant. Je trouve que c'est génial qu'on ait cette opportunité parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le nucléaire, qui sont impliqués, mais en tant que personne qui connaît très peu de choses, je trouve ça génial qu'on ait l'opportunité de pouvoir participer à ça, de donner notre avis. Ça apporte aussi un regard un peu plus nouveau sur la chose, donc je suis très contente d'avoir cette opportunité. Déjà, essayer de trouver, de réfléchir pour les générations futures, essayer de voir les axes d'amélioration ou les alternatives qu'on peut faire pour pouvoir optimiser le projet. C'était très intéressant parce que dans un premier temps, moi je suis quelqu'un qui est pour ce projet et dans le cadre de cet événement, je devais avoir des arguments pour arrêter justement le projet. Donc c'était un travail pour moi d'aller chercher des contre-arguments. On a décidé d'organiser cet événement avec des étudiants venus de toute formation et d'un peu partout en France. Donc par exemple, ils viennent de Nîmes, de Marseille, de Troyes, de Nancy, de Paris aussi. On a des étudiants ingénieurs, on a des étudiants en sciences sociales, on a des étudiants même en art, pour avoir différents points de vue, pour qu'ils puissent discuter ensemble, échanger, partager les points de vue dans une discussion qui soit apaisée, qui soit nourrie, faire preuve d'intelligence collective. Et ils auront aussi des temps d'information pour mettre tout le monde à niveau, pour pas que par exemple des personnes qui connaissent très bien le nucléaire ou l'énergie soient avantagées par rapport à d'autres. En fait, le but c'est qu'on parte du même niveau. Ça, est-ce que ce sont des déchets radioactifs? Alors faites gaffe, il y a un piège. Les deux? En fait, ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est ça. C'est pas forcément parce qu'on est en nucléaire qu'on a le droit de choisir, de voter, de prendre des décisions. Ça, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé surtout d'échanger avec des personnes du milieu directement, de l'Andra, mais aussi avec les autres étudiants. J'ai pu connaître un peu plus ce milieu-là aussi en discutant avec les autres camarades et c'était une très bonne expérience au sens général. On souhaite s'adresser au grand public et pas seulement à des parties prenantes qui sont déjà sensibilisées à nos sujets et qui connaissent très bien les sujets. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un avis autre et un public jeune, parce qu'au final, les décisions de 2050, ça les intéresse très directement. Et donc l'objectif pour nous, c'est de déjà commencer à nourrir nos propres réflexions sur ce qu'on peut attendre de cette phase pilote au lancement du projet et justement de faire participer le public, les jeunes, à nos réflexions. Et donc de les prendre en compte, de voir ce qui peut être envisagé pour la suite. Et donc, comme vous le voyez, on a essayé d'avoir des points de vue qui soient assez diversifiés lors de cette séquence de concertation. Donc, il y a eu un point de vue plutôt grand public avec les étudiants, mais on a aussi souhaité travailler avec les CLI et avec l'Association nationale des CLI. Et on a créé un groupe de travail avec des CLI, mais placés partout en France, qui ont travaillé à nous faire des recommandations sur les objectifs et les critères de réussite de la FIPIL. Et donc, comment on a fait pour travailler ensemble? En fait, ça a été un travail sur le long cours, en fait, qui a pris 2 à 3 mois, où il y a eu d'abord un premier webinaire, où ils ont été sensibilisés à ce qu'était la FIPIL. Et ensuite, quelques membres de ce groupe de travail, qui étaient des membres volontaires, sont venus ici visiter le laboratoire souterrain et l'exposition qui a ouvert cette année. Et suite à cette visite du territoire, et aussi de la rencontre d'experts, ils ont rédigé un avis qui comporte des recommandations sur les objectifs de la FIPIL. On a en ligne Caroline Duong, qui est à la CLI de Fessenheim et qui peut témoigner de son expérience, de ce qu'ils ont fait ensemble, aussi de son point de vue. Donc Caroline, je ne sais pas si c'est bon, elle est en ligne et disponible. Je vais laisser Simon reprendre la main. Caroline, est-ce que vous nous entendez? Suspense. C'est toujours les aléas du direct en ligne.
Alors sinon, peut-être que Coralie, qui est dans la salle, peut peut-être ajouter quelques mots, qui est membre de l'Ancli, peut-être peut ajouter quelques mots en attendant que Caroline se connecte. Coraline Pinault. Non plus. Elle est à distance également. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon. Oui, oui, oui. Voilà, là, moins Bon, c'est une sur Coralie. deux. Oui, en fait, on ne pouvait pas activer nos micros, donc il nous fallait un petit peu de temps. Et une fois que c'était autorisé, il fallait qu'on appuie sur les boutons. Donc, je ne sais pas si Caroline pourra le faire, elle, de son côté. En effet, en fait, on a travaillé finalement 6 mois avec Landra. C'était inscrit sur la diapositive 3 ateliers, une visite. Mais évidemment, pas que, puisqu'il y a eu le temps de rédaction de l'avis de l'Ancli et des recommandations, puis le temps de relecture par l'ensemble des participants. Donc en fait, on a dans cet avis, je vais pas le lire en entier, en tout cas, je vais pas vous le commenter en entier. On a à la fois des recommandations sur des points techniques, des questionnements plutôt sur la technique. Et puis, on a également des propositions qui sont sur la gouvernance. On a des propositions pour les parlementaires. Donc, on ira frapper à la porte des parlementaires pour leur présenter les quelques propositions qu'on a et discuter avec eux de ce qu'on peut proposer pour le futur, hein, parce que les parlementaires d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Et la phase pilote, elle en verra passer quelques-uns également. Donc l'idée de notre avis, voilà, c'est de se projeter à la fois sur du long terme en local, sur du long terme pour le national. Et puis, on a pas mal, je crois, dans notre avis, des questions qui nécessitent pour nous des éclairages techniques. Et puis, pousser un petit peu aussi l'Andra peut-être à aller plus loin sur certains points dans cette phase industrielle pilote. Et donc, sur le global, en fait, l'exercice était intéressant. Et puis, l'ouverture qu'on a eue, en fait, on a déjà pas mal rédigé d'avis à l'Ancli, mais là, c'était vraiment un travail de co-construction, agrémenté voilà, de la visite de l'installation. Pour certains, je crois que pour donner un avis sur le projet de CIGEO, visiter les laboratoires de Bure, pour nous, c'est vraiment une étape essentielle. Donc, je pense que ça a permis aux participants de pouvoir être peut-être un peu plus, alors plus avertis, c'est sûr, plus constructifs également. Et donc, c'était une étape importante. Et puis, plusieurs ateliers avec des méthodes de travail qu'on a finalement construit ensemble en avançant. C'est-à-dire qu'au premier webinaire, on ne savait pas encore à quoi allait ressembler le dernier atelier. On l'a construit notamment avec Camille et les équipes de l'Andra pour correspondre finalement au cheminement que les participants souhaitaient prendre au fil des discussions. Et donc, ça nous a amené à un avis que l'Andra a inclus dans son dossier de 17 pages. Donc, c'est pour ça que je vous épargne la lecture de l'ensemble. Donc, voilà pour mon retour. Je ne sais pas si Caroline peut compléter sur l'expérience du côté de quelqu'un qui a participé, qui était un petit peu moins dans l'organisation, si elle arrive à activer son micro. Merci Coralie. On va essayer de voir et puis sinon on passera à la suite. Est-elle encore connectée? C'est ouvert? Bon. Ça veut pas. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont... pour moi, je la vois en train de se connecter. Il y a peut-être d'autres personnes qui étaient présentes, je ne sais pas. Votre micro est ouvert, Madame Jong. Normalement, vous pouvez parler. On vous entend. Bon, on va passer à la suite du coup. Mais en tout cas, merci Coralie pour le témoignage. Et puis si Caroline veut compléter tout à l'heure, elle pourra peut-être le faire lors de la phase de questions, d'expression du public. Donc si on repart sur la suite de la concertation, donc les ateliers étudiants, les ateliers avec le comité éthique, le groupe de travail de l'Ancli, et ensuite on a également fait des rencontres bilatérales avec différentes parties prenantes, donc les syndicats, producteurs comme Orano, et aussi par exemple la CCI et des associations, la FIT et Global Change.
On a également organisé des webinaires avec le monde du nucléaire, donc avec la SFEN et le GIFEN. Et il y a également des modules de participation en ligne qui étaient disponibles sur lesquels tout le monde pouvait donner son avis. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie sur les premiers enseignements en fait, de toutes ces rencontres, qu'est-ce qui en est ressorti. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait cette réunion, pour revenir sur tout ça. Donc je vais laisser la parole à Sébastien. Merci Camille. Du coup, je vais effectivement vous présenter les premiers enseignements et je vais ajouter quelque chose de très important, c'est que nous devons faire des propositions sur cette phase industrielle pilote, mais ce n'est pas l'ANDRA qui décide de ce que sera la phase industrielle pilote. C'est l'État, en l'occurrence, plus exactement le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, mais ce n'est pas l'ANDRA. Donc l'ensemble des éléments que nous récupérons nous sert à faire des propositions. Ce n'est pas nous qui décidons. Ces propositions, elles viennent sur la table de ceux qui ont à décider, et ces décisions, elles viendront dans le temps. La phase industrielle pilote, elle commence au début de la construction. La construction, ce n'est pas demain. Donc ça veut dire que on n'est pas encore en train de dire exactement ce qui va se passer demain. On a encore du temps pour en discuter. Et donc aujourd'hui, les éléments qu'on apporte, que je vous ai présentés tout à l'heure, sont des premiers éléments qui pourront bien sûr être précisés au fur et à mesure du temps. Alors, si on passe sur les différents thèmes qui ont été traités lors de ces échanges, je ne vais pas vous les donner en détail, mais on va les survoler un peu. Et vous ne serez pas étonnés, pour celles et ceux qui suivent régulièrement le sujet, de voir apparaître des thèmes qui sont assez réguliers. Alors les premiers qui ressortent sont liés à la réversibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que récupérer? Est-ce que c'est sûr ou moins sûr d'avoir un stockage qui est réversible? Le sujet des alternatives, est-ce qu'on a d'autres solutions? Est-ce que les choses que nous étudions sont potentiellement complémentaires à CIGEO? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce sujet aussi. Sachant que c'est un sujet qui fait l'objet d'un dispositif particulier et qui devrait conduire l'État à communiquer dans le début de l'année 2025. Il y a aussi des sujets qui sont liés à l'adaptabilité et la flexibilité de l'installation. Alors, les questions, elles sont claires. Quels sont les déchets que vous voulez mettre dans cette installation? Et est-ce que cette installation, elle peut s'adapter à de nouveaux déchets? Il ne vous a pas échappé que le président de la République a souhaité relancer le déploiement de certains réacteurs nucléaires, 6 réacteurs EPR2 en l'occurrence. Est-ce que l'ANDRA saurait gérer dans CIGEO ces déchets? Et donc on a un certain nombre de questions légitimes qui viennent du public pour savoir si nous avons la capacité à gérer ces déchets, et si oui, comment. Et puis, quelles sont les innovations technologiques que nous pourrons ou nous pourrions prendre en compte au titre de la flexibilité de l'installation. Quand on construit une installation et qu'on va l'exploiter pendant 100 ans, on peut imaginer que la façon dont on va creuser, la façon dont on va opérer les manipulations au tout début de la vie de l'installation ne seront peut-être pas les mêmes que celles qui seront utilisées dans une centaine d'années. Vous avez à chaque fois des petits verbatims qui montrent ce que disaient les gens. Je ne vais pas tout lire, mais je vais simplement essayer de survoler les grandes thématiques. Alors, bien sûr, une thématique qui revient de manière très récurrente, c'est la sûreté de l'installation, les questions autour de la sûreté. Alors, qui se mélange parfois à la question de la sécurité, et la question de la sécurité des riverains, des salariés et des sous-traitants est une question qui est apparue de manière régulière, bien entendu. La question des suivis de ce qui se passe dans le monde, donc comment la géopolitique du monde aujourd'hui peut éventuellement avoir des impacts sur CIGEO, comment les changements climatiques peuvent avoir des impacts sur CIGEO, comment on teste les équipements, quel type de techniques de creusement on utilise, ce sont des techniques qu'on utilise ici dans le laboratoire, comment on développe de la robotique, de l'informatique à l'ère du déploiement de technologies de plus en plus sophistiquées, et puis comment on surveille un certain nombre de choses, notamment dans le stockage, ce qu'on appelle les risques de corrosion, qui sont des sujets que l'on voit apparaître parfois lorsqu'on a en face de nous des gens qui connaissent déjà mieux le sujet, puisque cela concerne notamment le stockage des déchets de haute activité. La question des impacts locaux revient régulièrement.
Alors, on a beaucoup parlé de publics nationaux, ou en tous les cas à l'échelle nationale. Il faut savoir qu'on a ces discussions aussi au niveau local. Le CLIS, on a eu des échanges aussi avec le CLIS de Bure sur ce sujet-là. Et donc, il n'est pas étonnant aussi de voir apparaître ces questions en termes d'emploi, bien entendu, en termes de formation, en termes de dialogue social avec les acteurs du territoire, avec les syndicats. Et puis, bien entendu, comment Cigéo pourra contribuer au développement des infrastructures sur le territoire et des services qui sont offerts aux populations. Des questions viennent sur la gouvernance. Donc à nouveau, c'est comment on associe le public et les parties prenantes à la vie de l'installation, comment on prend les décisions, comment la loi va être votée, quel est le processus exact qui va s'organiser, quelles sont les démarches d'information que l'ANDRA va conduire pour les parties qui la concernent, et puis qui sont les personnes avec lesquelles discute l'ANDRA, en distinguant bien qu'il y a en effet toujours deux échelles dans ce projet, qui sont des échelles que nous gérons au quotidien, l'échelle locale ici, et puis bien entendu les échanges que nous pouvons avoir au niveau national, notamment dans le cadre du Haut Comité à la transparence et à l'information sur la sécurité nucléaire, ou, comme ça a été souligné tout à l'heure, avec l'ANCLI qui nous permet de discuter avec l'ensemble des représentants des CLI de France, donc des endroits où sont produits les déchets radioactifs, de ce que nous ferons des déchets plus tard. À nouveau des sujets que je viens d'évoquer sur le stockage des déchets. Et au final, lorsqu'on revient sur la présentation initiale des différentes thématiques que j'ai détaillées tout à l'heure, on voit que globalement, l'ensemble de ces sujets sont pris en compte lorsqu'on avait fait nos propositions. Je réitère le propos de tout à l'heure. Ces propositions concernent des aspects techniques et des aspects qui sont moins techniques. Ce sont des propositions qui émanent de l'ANDRA et des fruits de la concertation précédente. C'est-à-dire que une des questions, c'est quand on participe aux concertations que nous conduisons, est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien, je redis que la plupart des thèmes qui sont à droite ici sur l'écran sont des thèmes qui sont apparus grâce aux concertations. Si on regarde d'une manière un peu plus détaillée, on a vu apparaître quelques thèmes nouveaux dans les échanges qu'on a eus avec le public et les parties prenantes. Alors le premier thème, il est lié à l'actualité, c'est le changement climatique. Comment le changement climatique peut-il avoir un impact sur Cigéo? Et alors la question sur le long terme, puisque on regarde ça depuis longtemps, sur la question du long terme, on a toujours intégré ces questions-là. C'est une des parties du travail de l'ANDRA, de démontrer comment les évolutions climatiques sur le très long terme peuvent avoir des impacts sur Cigéo. La question, elle était plutôt centrée sur la période d'exploitation. On voit avec les différentes pluies, les catastrophes naturelles qui apparaissent ces dernières années, la question qui revient légitimement, c'est qu'est-ce qui se passe pour Cigéo? Est-ce que vous avez prévu des dispositions particulières? Et donc il faut qu'on apporte bien sûr des réponses. Un sujet qui vient assez régulièrement, mais qui peut être marqué par d'autres installations, c'est est-ce qu'on va être capable de respecter les délais? Et puis, j'en ai évoqué quelques mots tout à l'heure, quel est l'impact des décisions politiques sur la politique énergétique et bien entendu comment cela peut avoir un impact sur Cigéo. En tout état de cause, que l'on s'adresse à des gens qui connaissent parfaitement le sujet ou à des étudiants qui découvrent, et je voudrais ici souligner, vous avez vu que j'étais aussi mobilisé pour cette journée, et je voudrais quand même souligner qu'on a eu une trentaine d'étudiants, une journée entière, tous bénévoles, ils sont tous venus des 4 coins de France, Camille l'a dit tout à l'heure. Au mois de avril, le seul jour où il a fait beau du mois d'avril. Et on les a enfermés dans une salle toute la journée, donc c'était assez remarquable. Et donc, quel que soit le type de public avec lequel on a échangé, ce qui revient en permanence, le premier critère que le Parlement devra respecter, c'est de vérifier que notre installation est sûre. Ça paraît évident, mais c'est toujours mieux quand on le rappelle. Et donc c'est un élément central qui ressort de manière permanente, et bien entendu nous veillerons à apporter la démonstration que notre installation est sûre, et c'est aussi l'objet de la démonstration de la demande d'autorisation de création qui est actuellement en cours d'instruction par les services de l'IRSN et de l'autorité de sûreté nucléaire. Voilà, je crois que j'ai fini cette présentation un peu rapide, et tu veux apporter une précision? Un petit complément. Juste avant, et on va remettre pour ça le transparent sur lequel tu t'es arrêté du calendrier. Non, bien plus tôt. Hop, au tout début. Oui, je vois exactement
celui-là, parce que Sébastien l'a évoqué, on a échangé avec le CLIS notamment, mais pas que. Il y a une question qui revient souvent, sur laquelle, je ne vais pas paraphraser Sébastien, sur le fait que nous émettons des propositions et que d'autres prendront des décisions sur la base de ces propositions, qui peuvent être des décisions très différentes des propositions qu'on a faites, ou qui peuvent être des décisions qui seront assez conformes aux propositions qu'on a pu faire, ça on n'en sait rien. Par contre, dès à présent, on a quand même un sujet qui fait débat, notamment avec certains membres du CLIS, et que je souhaite évoquer plus en détail pour pas que d'aucuns passent à côté et le découvrent le moment où ça sortira, ou auquel le moment où le sujet pourra arriver à leur esprit. C'est que la proposition de l'ANDRA, c'est au moment où on déposera le rapport de fin de phase industrielle pilote, nous ne proposons pas d'arrêter de travailler sur l'installation CIGEO dans l'attente d'avoir la décision du Parlement vis-à-vis des conditions de poursuite de l'exploitation de CIGEO. Dit autrement, déposer le rapport de fin de phase industrielle pilote ne veut pas dire hop, on arrête de travailler, on met les quelques centaines de personnes qui travaillent sur le site en attente chez elles, voire on les renvoie, et puis si le Parlement met 2-3 ans pour prendre sa décision, pendant ce temps, on ne fait rien d'autre. Non, nous, notre proposition, elle est différente. Elle est de dire, comme on aura de toute façon travaillé sur l'installation avec des essais d'abord à froid, des colis non actifs, puis ensuite des essais à chaud, puis le début de la phase industrielle, on va travailler sur ça, on dépose ce dossier, ce rapport, et dans l'attente de la décision de Parlement, vis-à-vis de la continuité ou pas dans les conditions de la solution de référence ou différentes, on continue à travailler, parce qu'en fait, continuer à travailler sur 2-3 ans de plus, on ne connaît pas le délai qui sera nécessaire au Parlement pour prendre la décision, ne pose pas de problème, puisque de toute façon, quelle que soit la décision, il faudra déjà gérer éventuellement les 10 à 15 ans d'activité précédente qu'on aura eu. Mais par contre, c'est pour nous extrêmement important de continuer à travailler, parce que on ne veut pas perdre la parfaite maîtrise de cette installation. On ne veut pas se retrouver avec, comme je le disais, plusieurs centaines de personnes non employables et qu'il faudrait renvoyer ou faire autre chose et laisser dans l'attente cette installation. De notre point de vue, c'est un non-sens. Pour d'autres personnes, ils le voient différemment. Ils considèrent qu'à la fin de la phase industrielle pilote, dans l'attente de la décision, il ne faudrait plus qu'on touche à rien, hormis éventuellement à la surveillance, mais en tout cas qu'on ne reçoive plus de colis et qu'on n'en mette plus. Donc ça, c'est un sujet qui fait débat. Notre proposition, c'est celle que je viens d'évoquer. Et on verra ce qui sera retenu vis-à-vis de cette question-là et vis-à-vis de cette étape-là de la phase industrielle pilote par les autorités. Merci M. Torres pour cette précision qui était importante. On va passer au temps d'échange. Alors je vais redérouler. Ça déroule tout seul, c'est super. 3 manières de vous exprimer. Évidemment, depuis la salle, il suffit de lever la main et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions qui seront posées depuis la salle ou de réactions par rapport à ce qui vient de vous être présenté. L'objectif est maintenant d'avoir votre propre regard sur la concertation qui vient de s'écouler sur la phase industrielle pilote. En ligne, vous avez là aussi la possibilité de lever la main et on a vu tout à l'heure lors de l'incident technique que beaucoup savent utiliser la fonction lever la main sur Zoom, donc n'hésitez pas. Et puis, petite nouveauté, vous avez la possibilité de poser des questions ou une contribution, une observation à l'écrit au travers de la petite appli qui s'appelle Slido. Et donc, il vous suffit de scanner le QR code qui est à l'écran. Vous pouvez le faire depuis la salle, vous pouvez le faire depuis chez vous en rapprochant votre téléphone portable du QR code et ça va vous renvoyer sur une petite interface où vous pourrez taper votre question. Alors je le souligne, cette interface Slido est en anglais et donc il faudra taper votre question à l'endroit où il y a marqué Type your question, voilà, mais je pense que ça devrait être à la portée de tout le monde. Donc on aura à un moment de la réunion une petite restitution des questions ou des observations qui sont déposées sur cette petite application. Et je vais commencer en toute bienséance à inviter les participants à notre salle physique ici, à l'espace technologique, pour savoir qui veut s'exprimer, qui veut lever la main pour réagir à la présentation qui a été faite, réagir aussi à la précision qui a été apportée par Patrice Torres sur ce qu'est la proposition de l'ANDRA.
et entendre votre regard sur cette concertation autour de la phase industrielle pilote, puisque l'objet de notre réunion de ce soir, pour rappel, c'est une réunion de synthèse de cette phase de concertation sur la phase industrielle pilote. Y a-t-il des mains qui se lèvent dans la salle? Idéalement, je peux prendre une série de 3 questions, je peux même en retenir 4 si vous êtes nombreux. N'hésitez pas. Monsieur au premier rang, on va vous passer un micro. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? J'en profite, je fais un petit tour d'horizon. Allez-y. Michel Guérit, qui est, comme vous le savez, extrêmement opposé au projet d'enfouissement. Parce que le problème, c'est pas maintenant, c'est à la limite l'éternité. Alors je ne sais pas ce que c'est que l'éternité, mais quand on enfouit des déchets comme le plutonium, quand on a des déchets, si je ne me trompe pas au niveau de ma mémoire, dont la période s'exprime en milliards d'années, je crois avoir écrit pour ceux qui suivent mes communiqués, qu'on est parti pour 1000 milliards d'années. C'est un peu long. Bon, alors, je ne sais pas à quoi ressemblera le monde d'ici là, mais il y a des chances que, malgré tout ce qu'on raconte au niveau de la qualité du confinement dû à l'argile, il est probable que d'ici là, dès qu'on aura commencé à descendre les cochonneries, on parle de 2035, on parle de 2070. Gardez bien votre micro près du... 2035, 2070, c'est quand même relativement proche. S'il y a des problèmes géologiques, ça va remonter et on va se retrouver dans le même cas que Soullène. Et j'insiste beaucoup sur Soullène parce que on ne parle dans les médias que de Bure, on ne parle pas de Soullène. Soullène où il y a, comme vous le savez, un problème avéré de santé publique. J'ai fait ce qu'il faut, je l'ai démontré. Maintenant, il est évident que le lobby nucléaire, en chœur, dit qu'est-ce qui dit que c'est la faute au stockage de Soullène et de Morvilliers? Qu'est-ce qui dit que c'est pas tout simplement la faute à pas de chance? Bon. Est-ce que vous avez une observation par rapport à la concertation autour de la phase industrielle pilote? Bah oui, le problème, c'est non. C'est non au pilote parce que c'est non à l'enfouissement. C'est ça le problème. À quoi ça sert de faire un pilote? Bon. Alors moi je veux bien, ça coûte des milliards, le plan incliné. Bon, après sur le pilote lui-même, imaginez qu'un des convois, le container qui descend, qui pèse des dizaines de tonnes, supposer qu'il y a un problème. Je me suis même amusé à étudier les problèmes de funiculaire, hein, c'est comme un funiculaire. S'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe quand la charge arrive en bas et qu'elle explose? Il faudra envoyer des robots pour aller ramasser les déchets. Et en plus, comme à Tchernobyl, à Fukushima, les robots vont être grillés par rayonnement. Bon, il y a un problème. Il ne faut pas faire l'enfouissement, point. Merci. Y a-t-il d'autres mains levées dans la salle pour d'autres réactions à cette concertation autour de la phase industrielle pilote? On peut prendre une série de 3. Mais sinon, on va répondre. Donc j'ai noté peut-être la nécessité de revenir sur à quoi sert, non pas un pilote, mais la phase industrielle pilote. Oui, et puis plus globalement, même si effectivement le thème de la réunion, c'est la phase industrielle pilote, la concertation autour, les propositions qu'on va faire l'ANDRA. Vous connaissez assez bien l'ANDRA pour savoir qu'on ne va pas laisser passer ce qui vient d'être dit sans réagir, puisque si on se veut transparent sur tous les sujets, il n'est pas question non plus de laisser passer de fausses idées quand elles soient exprimées par d'autres. Alors je vais commencer dans le désordre. Non, il n'y a pas de problème de santé publique autour du centre de stockage de l'Aube. Il y a des études qui ont été menées et qui ont confirmé que il n'y avait pas plus de risque de cancer autour du centre que partout ailleurs où on avait étudié les mêmes pathologies, sauf pour un cancer, le cancer du poumon, et uniquement chez l'homme, ce qui avait conduit l'INVS à expliquer que finalement, si ça avait été en lien avec de la radioactivité, les femmes ne sont pas plus résistantes que les hommes vis-à-vis de ce phénomène, et que donc on ne pouvait effectivement pas du tout attribuer que pour ce cancer-là, il pouvait y avoir un lien avec la présence des centres. Mais surtout, on ne s'est pas arrêté là, c'est que derrière ça, parce que ça nous intéresse
en premier lieu. Il y a d'autres études qui se sont poursuivies. Donc l'étude elle a été réalisée 2 fois avec les mêmes conclusions. Je vous passe les détails, mais tout est accessible sur nos sites internet. Et donc non, il n'y a pas de problème avéré. Après, M. Guérit dit j'ai démontré que lui il a ses méthodes propres. Alors moi maintenant je vais venir sur les démonstrations de sûreté. Évidemment que, et là c'est des sujets qui sont importants et intéressants, quand est évoquée la chute d'un colis. Vous doutez bien que si l'autorité de sûreté nucléaire et l'IRSN, son bras armé, après avoir étudié pendant près de 5 ans les propositions qui sont les nôtres, devaient autoriser la réalisation de CIGEO, c'est parce qu'ils auront bien vérifié que nous avions pris en compte le risque de chute de colis, le risque d'incendie, ce qu'on appelle les aléas climatiques, le risque sismique sur la géologie. Tous ces risques-là, c'est ce qui fait partie d'une démonstration de sûreté et qui permet d'expliquer justement que tout est mis en œuvre pour éviter des problèmes, mais que pour autant on n'exclut pas l'occurrence des problèmes et que s'il y a telle ou telle situation, un séisme, une inondation, une chute de colis, on doit évaluer les impacts de ce phénomène pour démontrer que ça reste acceptable. Après, moi je respecte toujours l'expression et les avis des uns et des autres. Il y a des gens, et c'est le cas de M. Guérit, qui sont contre le projet, ça se respecte. Pour autant, sur le plan technique, sur le plan de la démonstration, sur le plan de ce qui est fait, non, il n'y a pas de sujet au sens de, évidemment, ces risques sont connus, pris en compte, évalués. Certains diront si le travail de l'ANDRA est sérieux et s'il permet d'avancer. Et sur la question du long terme, les déchets radioactifs, on vous le dit à chaque fois, ça va être un peu redondant, mais une bonne partie existe déjà. L'inventaire que Sébastien a présenté tout à l'heure, pour faire simple, 50% de ces déchets radioactifs existent déjà. D'autres vont être produits sur les décennies qui arrivent par les installations qui sont déjà autorisées. Évidemment qu'ils restent dangereux quand on les met à moins 500 mètres sous terre, mais pas plus dangereux que quand ils sont en surface. Et les mettre en stockage dans une zone qui a été étudiée dans un centre de stockage qui sera défini et construit pour le faire, c'est léguer aux générations qui viennent après nous une capacité à gérer ce risque de manière bien plus raisonnable que de leur dire, ben, vous savez quoi, on va les laisser là où ils sont en surface et régulièrement vous allez devoir vous occuper de ces déchets sur, et là on se rejoint, quelque part une certaine éternité, parce que ces déchets, et là on est parfaitement en accord, sont dangereux pour de très 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 longues échelles de temps, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il faut les gérer de manière spécifique. Et excusez-moi, Monsieur Guérit, s'il vous plaît, on va rester sur votre série de questions. Vous avez, je vais, votre question. Monsieur Guérit, juste un instant, juste un instant. Votre question n'est pas enregistrée si vous ne parlez pas dans le micro. C'est dommage pour tous ceux qui sont en ligne. Je vais vous repasser le micro et vous pourrez vous exprimer de nouveau parce que je ne vois pas énormément de mains qui se lèvent. Par contre, dans votre première intervention, il y avait une troisième question. À quoi sert de faire une phase industrielle pilote? Et je pense que c'est intéressant que l'ANDRA revienne sur cette question-là, question que vous avez formulée, et ensuite on pourra vous repasser la parole pour une deuxième série de questions. Alors, à quoi sert la phase industrielle pilote? Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu en fait, c'est que CIGEO étant une installation nucléaire de base un peu particulière, le processus qui a été mis en place par le Parlement, donc par les députés et les sénateurs, grâce au vote de plusieurs lois, c'est d'essayer d'avoir un processus qui soit itératif, c'est-à-dire qui soit conduit progressivement. Et qu'on ne prenne pas une décision sans avoir pris le temps de s'assurer que l'ANDRA et que l'ensemble des dispositions qui sont prévues pour CIGEO sont bien acquis et on apporte une démonstration de leur maîtrise. Et donc le principe de l'introduction d'une phase industrielle pilote, c'est justement de se dire, on va lancer l'installation, on va avoir un rapport qui va faire un bilan de cette installation, et alors le Parlement, il ne s'agit pas d'une question technique, il s'agit vraiment d'une question politique, regardera comment il souhaite que l'on prolonge ou pas cette exploitation de l'installation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les scénarios sont ouverts, et nul ne peut dire aujourd'hui comment le Parlement décidera. Notre travail à l'ANDRA, c'est de faire en sorte que les démonstrations que nous apportons au quotidien dans nos échanges et ensuite dans l'opération de nos centres de stockage amènent de même les résultats d'une gestion sûre et raisonnée et maîtrisée des installations qui sont sous notre responsabilité. Merci. Je vais repasser la parole à la salle et je vais vous repasser la parole à M. Guéret. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent ou est-ce qu'on est sur un échange? Donc il y aura monsieur au deuxième rang. Vous aussi, vous vouliez vous exprimer?
Et puis on aura la première question à laquelle vous pourrez répondre. À combien est estimée financièrement la phase industrielle pilote? Donc monsieur au deuxième rang, ensuite la question, et monsieur Guéry, je vous repasse la parole. Oui, donc moi simplement une petite intervention, c'est pas forcément une question, c'est plus un constat ou une remarque. Je trouve très intéressant que vous ayez sollicité des étudiants des quatre coins de la France avec des profils différents, pas forcément scientifiques. Et ça permet aussi d'avoir aussi un œil nouveau, notamment par rapport au territoire proche qui est une information, enfin qui a des connaissances quand même assez importantes du projet. Donc voilà, je trouve que cette initiative est très bonne et si Pauline ou sa collègue peuvent nous donner, enfin en tout cas me donner leurs conclusions, j'imagine que vous avez fait une synthèse, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment les générations de demain voient, notamment dans le contexte actuel et des contraintes énergétiques, comment ils voient le projet CIGEO et puis toutes les actions qui sont menées. Donc je trouve cette initiative-là, un jour je pense que c'était peut-être un peu court pour des gens qui venaient de Marseille ou de Montpellier, mais en fait voilà, mais c'était très intéressant. Donc Merci. Des choses qui m'intéressent. On note votre question. La deuxième question qui était à l'écran, quelle estimation financière de la phase industrielle pilote? Et puis, non, on va repasser la parole à monsieur Guéry qui voulait... et ensuite, je vous repasse la parole pour la série de 3 questions. Allez-y. Ouais, je rajoute un problème. Vous voulez que ce soit le Parlement qui décide de ça? Non, mais vous imaginez la compétence du Parlement? Et en plus, il y a un paquet de députés dans le lot qui sont des députés arrosés par l'argent de l'ANDRA. L'argent, ça s'appelle acheter des consciences, je suis désolé. Je vais vous repasser la parole. Tu veux que je te donne les noms des députés locaux, non? Hein? Merci. Hein? Et en plus, quand on leur dit on va plus vous distribuer d'argent, hein, il y a eu l'idée de réduire la somme. Hein, et là, on n'est plus d'accord. Hein, tout ça, tout le monde l'a entendu, tout le monde le sait. C'est une affaire de fric, voilà. Pour faire un projet. Enfin, je me suis déjà permis la comparaison. Si les péripatéticiennes étaient gratuites, il y en aurait moins. Merci pour cette intervention. Donc 3 questions. Quelles ont été les conclusions de l'atelier étudiant? Est-ce qu'on a déjà une estimation financière de la phase industrielle pilote? Et puis finalement, la question de M. Guéry, pourquoi est-ce que c'est le Parlement qui vient prendre une décision à l'issue de cette phase industrielle pilote? Alors, il y avait aussi une question préalable de M. Guéry sur personne ne fait ça. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la France n'est pas le seul pays qui travaille sur le stockage géologique des déchets les plus radioactifs. Alors, la particularité, c'est que dans d'autres pays, c'est le stockage ce qu'on appelle les combustibles usés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la Finlande et la Suède sont avancés puisqu'ils ont commencé à construire leurs installations. Certains ont maintenant l'autorisation de lancer les premiers tests de fonctionnement. L'ensemble des pays qui a à gérer ce type de déchets regardent le stockage géologique de façon plus ou moins avancée, bien entendu, mais l'ensemble des pays travaillent sur cette solution-là. Il y a des pays comme la France, la Finlande et la Suède qui sont relativement donc avancés puisque les dépôts des demandes d'autorisation de création, voire les premiers travaux, ont déjà commencé. Il y a des pays comme la Suisse qui travaillent sur l'identification et l'installation de laboratoires ou d'identification de ce qu'on appelle le site dans lequel pourront être faits. L'ensemble des pays qui ont à gérer ces déchets radioactifs, je le redis, gèrent avec ce qu'on appelle les stockages profonds. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour répondre à la question sur la conclusion de l'atelier étudiant. Alors, on pourrait le faire là ce soir, mais en tous les cas, comme on fait à chaque fois dans les concertations, on émet en amont de la concertation un document ou des éléments qui permettent au public et aux parties prenantes de savoir de quoi on parle, parce que ce n'est pas toujours facile. Et à la fin de cette concertation, on émet toujours, là cette fois-ci un document écrit qui est un bilan. Dans ce bilan, on figurera plus en détail la production des étudiants, qui vous permettra de regarder, d'abord de voir quel est le schéma qui leur a été proposé, d'accord, parce que ça a été, c'était pas simplement une journée, on est venu leur dire, bon voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On a organisé des choses. Vous avez vu un étudiant qui disait d'ailleurs, moi je suis plutôt pour, il a fallu que je réfléchisse à des contre-arguments. Donc on leur a fait tout un cheminement qui leur a permis de se construire collectivement, puisque l'enjeu c'était une construction collective, un avis sur le sujet, et on présentera en détail dans ce bilan, et bien sûr vous en serez destinataire. Je vais essayer de répondre à la question qui est posée par écrit, qui est à combien estimer financièrement la phase industrielle pilote. En soi, la phase industrielle pilote, je l'ai dit tout au début,
c'est un moment temporel. Ce n'est pas un objet en tant que tel, c'est un moment temporel. C'est le début de la vie, de l'exploitation, entre le début de la construction et puis le moment où on aura suffisamment acquis d'informations, d'expérience du stockage des déchets. La question du coût de CIGEO est une question qui est importante parce qu'elle revient régulièrement. Elle reviendra d'ailleurs dans l'actualité l'année prochaine, puisque dans la prévision de l'enquête publique qui est attendue, il faut que le coût de CIGEO soit révisé. Alors pourquoi le coût de CIGEO doit-il être révisé? Parce que la dernière fois que le coût de CIGEO a été fixé, il est fixé par le ministre qui est en charge du sujet, c'est en 2015 par Ségolène Royal, qui était à l'époque la ministre de l'Environnement, et il avait été fixé à 25 milliards d'euros, qui est ce qu'on appelle un coût objectif, c'est-à-dire que c'est le coût que l'on vise pour l'installation. Alors avant de préciser et d'essayer de répondre à la question, je vais rapidement rappeler ce qu'est ce coût de 25 milliards d'euros. Quand vous construisez une maison, il faut intégrer le coût du terrain, le coût de fabrication de la maison, le coût d'équipement, etc. Vous avez alors un coût qui va être ce qu'on appelle, nous, le coût d'investissement initial. Le coût d'investissement initial de CIGEO, et qui est donc en gros couvert par la phase industrielle pilote, il est écrit dans nos documents, il n'est pas secret, il est à un peu plus de 5 milliards d'euros. Les 25 milliards d'euros dont on parle régulièrement incluent non seulement ce coût de construction initiale, mais aussi l'ensemble des coûts de l'installation sur l'ensemble de sa durée de vie. La maintenance, toutes les opérations qui vont être conduites, les personnels qui vont être mobilisés pour ça, la fiscalité, l'ensemble des coûts. Donc cela revient à intégrer dans le coût de la maison. Si je continue à cette image, c'est une image approximative, mais elle a l'avantage d'être bien comprise. Bien, il faut ajouter l'ensemble de la consommation électrique de toute la maison, l'ensemble des courses que vous ferez, l'ensemble des rénovations que vous ferez dans la maison, l'ensemble des mobiliers et des appareils électroménagers que vous changerez. C'est à ça correspondent les 25 milliards d'euros. Ce coût, je le redis, il doit être révisé dans le courant de l'année prochaine, a priori dans un an. Et si on veut regarder la phase d'investissement initial, elle est de l'ordre de 5 milliards d'euros, ce qui est tout à fait similaire à des investissements initiaux d'installations industrielles conséquentes. Sur le dernier point, je vais peut-être laisser Patrice compléter. Cet aspect-là, en plus de l'image de Sébastien, il faut rappeler aussi, ça a été évoqué dans les transparents tout à l'heure, CIGEO se veut adaptable, flexible, et donc en fait on va continuer à construire une partie de CIGEO au fur et à mesure. Donc quand on parle de l'investissement initial, ça correspond aux installations de surface nécessaires à assurer la sûreté pour rentrer en fonctionnement, un quartier et quelques alvéoles de stockage pour les colis de moyenne activité à vie longue, et uniquement un quartier dit pilote pour les hautes activités. C'est-à-dire que la construction des alvéoles que présentait Sébastien sur une des images tout à l'heure, où on prévoit à terminaison de pouvoir prendre en charge les 10 000 m3 de déchets de haute activité, n'est pas construit au moment où on fait l'investissement initial et n'est pas dans les 5 milliards évoqués. C'est-à-dire que c'est tous les coûts que Sébastien décrit, plus de la construction au fur et à mesure de l'installation. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est aussi, quelque part, une des garanties pour que personne ne se dise « Ah, on a dépensé déjà 15 milliards, on ne va pas s'arrêter là ». Non, on ne dépense quelque part que ce dont on a besoin pour répondre aux besoins de la phase évoquée. Le fonctionnement initial, là on ne peut pas y déroger. Pour pouvoir travailler en sûreté, il faut investir sur les installations de surface qui sont nécessaires à mettre en service et à prendre en charge les premiers colis déchets radioactifs. Il faut les descendries, il faut les puits, il faut les premières alvéoles. Mais tout le reste de l'installation, ça viendra au fur et à mesure. Et en particulier, rappelons aussi que les déchets de haute activité, pour ça que M. Guéry évoquait 2070, c'est plutôt 2080, mais les déchets de haute activité, même si CIGEO existait aujourd'hui, ils ne seraient pas pris en charge. Parce que sur le plan physico-chimique, on ne parle pas de radioactivité, on parle de température ou de puissance thermique. Ils sont trop chauds aujourd'hui, donc il faut d'abord qu'ils refroidissent avant qu'on les prenne en charge en stockage. Et ça, c'est prévu plutôt à l'horizon 2080. Donc on ne va pas construire dès 2028, si nous avons l'autorisation, ou dans les années qui viennent, ces alvéoles pour le stockage de haute activité. Ça viendra plus tard. Il reste la dernière question. Pourquoi est-ce que c'est le Parlement qui prend une décision à l'issue de la FIPIL? C'est-à-dire que le Parlement a voté une loi dans laquelle il a décidé qu'il revoterait une loi derrière. Donc l'ANDRA n'a pas à s'exprimer sur le sujet. Le Parlement a fait le choix de suivre ce sujet. Alors on peut revenir dans l'histoire. Hein, à l'issue de recherches de sites pour implanter des laboratoires dans les années 80, l'ANDRA
a connu des échecs. Le Parlement s'est saisi à la demande du Premier ministre de l'époque, qui était Michel Rocard, qui avait déclaré un moratoire. Le Parlement s'est saisi du sujet et depuis, le Parlement vote des lois et regarde le sujet très régulièrement. Une loi en 1991, une loi en 2006, une loi en 2016, des lois encore à venir. Et le Parlement a tous les ans l'occasion de suivre ce sujet et il a décidé qu'il le continuerait. Alors après, on peut s'en satisfaire ou s'en inquiéter, mais c'est un peu le principe d'une démocratie. Hein. C'est pour ça qu'on a des représentants, et il a été longtemps reproché, notamment dans le domaine nucléaire, que les décisions étaient prises par des technocrates ou par des techniciens, qu'on trouve compliqué de reprocher maintenant que des élus qui représentent aussi les citoyens participent de décisions qui, au final, certes, portent sur un projet technique, mais avant tout sur un projet éthique et un projet de société en fait. Savoir ce qu'on va faire de ces déchets pour les générations, et encore une fois je le dis, et les générations, parce qu'on se rejoint sur la durée de dangerosité, c'est plus un projet de société, plus un projet quelque part de vie et de gestion pour les générations qui viendront après nous et de leur environnement, que juste une question purement technique. Donc côté Andra en tout cas, même si on n'est pas à la décision, ça nous paraît totalement satisfaisant que ce soit des parlementaires qui s'expriment aussi sur ce sujet. Merci. Je vais me tourner vers la salle virtuelle. Donc sur Zoom, on a encore 39 participants, avec un certain monsieur Bernard Laponche qui a levé la main. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, monsieur Laponche, on vous ouvre le micro et on vous écoute. Merci beaucoup. Je représente dans toutes ces discussions l'association Global Chance. Je voudrais d'abord faire une remarque sur ce que vous avez dit sur le coût de CIGEO. Alors, le coût de CIGEO avait été estimé par l'ANDRA, après une étude extrêmement sérieuse, de l'ordre de 35 milliards. Et en fait, la loi, curieuse, disait que le coût de CIGEO est fixé par le gouvernement. Alors, le gouvernement, c'était à l'époque Madame Ségolène Royal, EDF avait estimé que le coût de CIGEO était de 19 milliards d'euros et elle a choisi une espèce de moyenne basse par rapport à l'estimation de l'ANDRA en déclarant que c'était 25 milliards d'euros. Et on n'a jamais eu d'ailleurs le moindre détail sur le calcul de ces 25 milliards. Donc ça, c'était une remarque par rapport à ce que vous avez dit sur le coût de CIGEO. Mais je voudrais surtout parler de la méthode de la concertation. En fait, vous nous avez présenté des réunions avec des étudiants, des réunions avec des citoyens, des réunions de ceci et de cela. Et je trouve que pour que ces opérations soient honnêtes, il faudrait associer pas seulement des gens, que tout soit présenté par l'ANDRA, et qui évidemment représente son dossier, et c'est bien normal, mais il faudrait que systématiquement des opposants ou des critiques soient associés à ces concertations. Parce que là, c'est trop facile de réunir des étudiants, de leur expliquer que tout va bien, que tout est formidable, etc., ce que vous nous avez présenté, et après les étudiants peuvent se faire une opinion propre, mais basée sur les informations que vous leur donnez. Et je pense que normalement, dans ce type de concertation, il faudrait que soient associés des gens qui sont soit opposés au projet lui-même, soit qui portent des critiques par rapport à ce projet. Sinon, c'est complètement inégal. Et je dirais que c'est plutôt des opérations de communication ou de conviction plutôt que des concertations sérieuses. Et donc, je pense que c'est très dommageable parce que finalement, à force de faire ce type de méthode, vous rendez les gens se poser énormément de questions. Mais comment se fait-il que les thèses des gens qui sont soit opposés au projet, soit critiques par rapport à ce projet, il n'y ait jamais de représentants d'organisations qui critiquent CIGEO soient présents au niveau des concertations. Merci. Donc je trouve que cet exercice est
totalement trompeur par rapport à ce que devrait être un véritable débat. Et un débat, c'est entre quelqu'un qui est pour et quelqu'un qui est contre. Alors que là, ce n'est pas le cas, et je le regrette profondément parce que j'ai toujours participé, et je suis peut-être l'un des rares à toutes ces opérations de concertation, mais je m'aperçois que les choses sont considérablement biaisées à mon avis. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées sur Zoom pour prendre une série de questions, ou est-ce que je repasse tout de suite la parole à Landra? Ce sera peut-être aussi l'occasion de revenir sur la continuité de la concertation FIPIL, y compris ce qui a été fait lors de la séquence précédente de 2021-2022, et notamment la conférence citoyen, pour répondre à Monsieur Laponche. Je ne vois pas d'autres mains levées en ligne, donc je me tourne vers Landra pour réagir. Alors peut-être si vous voulez revenir sur le coup, mais même si ce n'est pas l'objet, puis on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais revenir sur la manière dont se sont déroulées et les données d'entrée qui étaient mises à la disposition des étudiants et des différents participants aux différents groupes de travail qui ont été évoqués, notamment celui de l'Ancli, et peut-être refaire aussi en perspective un rappel de ce qui avait été fait en 2021-2022. Merci. Alors sur le coût, rapidement, effectivement, Patrice a précisé tout à l'heure quelque chose quand j'ai évoqué le coût. Il a parlé de coût objectif, c'est-à-dire qu'on nous fixe l'objectif d'atteindre ces 25 milliards d'euros, et Bernard Laponche l'a souligné tout à l'heure. Effectivement, dans les scénarios que Landra avait estimés, on était sur un peu plus de 30 milliards d'euros. Ces éléments, ils sont publics, hein, donc il y a des documents qui sont en ligne sur le site internet de Landra. N'hésitez pas, ils étaient publiés en 2014-2015 de mémoire. Pour répondre ensuite au deuxième point de M. Laponche, alors on a des divergences de point de vue forcément. Ce que je voudrais dire sur la question de la concertation, l'approche de Landra, et j'en suis le garant, après ça convient ou pas aux gens, mais c'est que nous devons être sincères. Et je crois qu'avec Patrice d'ailleurs, nous sommes tous les deux assez garants de cette sincérité, et nous demandons à nos équipes de travailler dans la sincérité, et nous souhaitons avoir des échanges qui sont constructifs avec tout le monde. Dans le cadre des concertations, on a plusieurs types de séquences. On a des séquences qui sont toujours regardées et suivies par Claire Morand et Jean-Luc Campagne, qui s'assurent que nous ne sommes pas dans une démarche unilatérale d'essayer de ne parler qu'aux gens qui veulent bien nous écouter, et qu'on ne donne jamais la possibilité à des tiers qui sont opposés peut-être, mais à d'autres tiers, qu'on leur donne la parole. La preuve d'ailleurs, c'est que dans cette salle, Michel Guérit a pu s'exprimer, et que M. Laponche, vous pouvez le faire aussi ce soir. Il y a différents cas de figure. Dans le cas précis, l'objectif, c'est de répondre à la demande qui nous est fixée. Quels sont les critères que vous proposez dans le cadre du PNGMDR? Et la question, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre, etc. C'est la réponse à la question que Landra doit apporter, c'est quels sont les critères que l'on peut proposer au Parlement pour qu'il puisse prendre sa décision. Ça, c'est le premier point. Et donc, pour faire ça, on a proposé ces ateliers étudiants, on a proposé à un certain nombre de parties prenantes de les rencontrer pour en discuter dans des échanges bilatéraux. Vous avez vu tout à l'heure sur une diapositive que certains nous avaient répondu. Dans les parties prenantes que nous avons sollicitées, il y avait des associations opposées au projet CIGEO. Ces associations n'ont pas répondu. Certaines nous ont répondu qu'elles ne souhaitaient pas contribuer à la concertation. Et d'autres nous ont dit que le lieu n'était pas Landra, pour reprendre un peu finalement les propos de Bernard Laponche, et que l'endroit où on pouvait discuter de cela, ce n'était pas avec Landra, c'était au Haut Comité pour la transparence, pour l'information et la sécurité nucléaire, dans lequel dans ce comité, il y a un sous-groupe qui a été mis en place, auquel participe le CLIS ici de Bure, pour traiter justement des questions de concertation autour de CIGEO. Et dans ce groupe, il y a bien sûr Landra, j'y participe, mais aussi des opposants et des associations. Donc il y a notamment France Nature Environnement qui est représenté. Pour revenir sur ce que disait Jean-Baptiste, nous avons aussi, dans nos démarches, et ça dépend des démarches, invité des tiers à s'exprimer sur le projet CIGEO, et notamment, ça a été le cas dans le cadre de la conférence de citoyens qu'on a organisée en 2021, où on avait sollicité un ensemble de participants de divers horizons pour que les citoyens qui participaient à cette conférence puissent avoir des opinions différentes sur le sujet. Dans les intervenants, certains qui sont venus n'étaient pas forcément favorables au projet,
D'autres ONG, organisations non gouvernementales, n'ont pas souhaité participer, mais nous avons, sous l'œil vigilant des garants, toujours veillé à pouvoir associer des personnes qui n'ont pas forcément le même avec nous, parce que c'est vraiment important pour nous. Et sur la même question, je vais apporter juste un commentaire, puisqu'on a la chance d'avoir un vice-président du CLIS. Alors, pour aller vraiment en contradiction avec ce que vous venez de dire, je pense qu'il y a bien un endroit où on a des gens qui sont favorables au projet, des gens qui sont totalement opposés au projet, c'est le CLIS. Et le CLIS a été évidemment interrogé et on a souhaité se concerter, avoir leur retour sur cette phase industrielle pilote. Et là, ça devient assez intéressant et quelquefois un peu paradoxal par rapport à votre remarque, c'est que pour les gens qui sont opposés, et il n'y a pas de questions à se poser, ils s'expriment en tant qu'opposants au projet, et c'est d'ailleurs pour ça et à ce titre qu'ils sont dans le CLIS, et c'est très bien comme ça. Une partie d'entre eux ont souhaité participer des échanges vis-à-vis de la FIPIL, et une autre, un peu comme vient d'exprimer Michel Guérit dans son propos introductif, on dit ben non, parce que si on participe à une concertation sur la FIPIL, alors qu'on est contre le projet, eh ben, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Là, c'est un peu schizo comme exercice, donc on ne souhaite pas. Donc à un moment donné, et c'est ce que exprimait aussi Sébastien, on ne peut pas nous reprocher de ne pas toujours faire intervenir des gens qui sont opposés, quand, puisqu'on leur pose la question, eux-mêmes ne souhaitent pas intervenir parce que c'est un sujet qui les met mal à l'aise. Après, le CLIS, c'est quand même un des meilleurs exemples, et il y en a plein d'autres, Sébastien vient d'en citer, et on en trouvera à chaque fois. On peut nous faire beaucoup de reproches, mais certainement pas celui de laisser l'opportunité dans nos concertations ou dans celles autour sur le PNGMDR, de ne pas laisser la place aux gens qui sont contre les projets pour pouvoir s'exprimer. Merci. Je vais faire un appel multicanal à contribution. Donc, pour rappel, hein, notre réunion, c'est la réunion de synthèse sur la phase industrielle, sur la concertation relative à la phase industrielle pilote. Donc, si vous avez un regard, une question sur cette concertation relative à la phase industrielle pilote, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions en ligne, levez la main, je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations qui ont été déposées sur Slido? On va regarder dans quelques instants et je me tourne une nouvelle fois vers la salle pour voir s'il y a des mains levées. Il y a monsieur là-bas au début de la deuxième travée et puis monsieur Guérit, je vous repasse la parole juste après. Allez-y, allez-y, allez-y. J'ai vu votre main en premier et vous n'êtes pas encore exprimé, vous êtes prioritaire. Je vais m'exprimer. Philippe Novak, vice-président de l'agglomération de Saint-Dizier, maire d'Imbécourt. Et pour la petite histoire, je voudrais dire à M. Guérit que j'ai passé 40 ans en tant que patron de la GHM à Samvoire. J'allais manger tous les jours à Samvoire. Je n'ai jamais entendu de problème à Soulaine, à ma connaissance. Hein. Ou alors je me trompe. Et on se connaît, vous, on se connaît aussi. Je connais aussi votre père, malheureusement, parce que j'ai échangé quelques modèles en plâtre. Voilà ce que je vais vous dire. Je tiens à féliciter. Remarquable, M. Torres, remarquable réunion. Franchement, je dis remarquable réunion, toute votre équipe. Moi, je vous félicite. Et je félicite, tout à l'heure, je ne sais pas si les gens de la salle ont fait attention, je félicite les deux jeunes du comité de contrôle. Quand ils expliquent leur truc, ils ont le sourire. Tout va bien. Moi, je dis tout va bien. Et je vous félicite, les jeunes. Parce que l'avenir, c'est vous. Moi, je m'occupe encore beaucoup d'économie. J'implante beaucoup d'entreprises aussi sur notre territoire. La semaine dernière, j'étais à Châlons pour implanter sur une friche industrielle de Saint-Dizier une bande d'ingénieux. J'ai ouvert tous les ordinateurs, j'ai regardé ce qu'ils ont fait. Ils vont venir chez nous à Saint-Dizier. Et on va tous les aider. Ce que je voudrais vous dire aussi, mesdames, messieurs, ici présents, moi, ça fait 48 ans que je suis élu. C'est pas aujourd'hui. J'étais patron de Samvoire, j'ai pris Samvoire, j'avais 150 ouvriers. Quand je suis parti, il y en avait 1000, notre petit groupe. Et qui existe toujours, puisqu'on est leader français de l'éclairage. Mais ce n'est pas ça qui me chagrine. Moi, ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est que mes collègues de la Meuse et nous, Haute-Marne, la Meuse, 26 habitants au kilomètre carré, la Haute-Marne, 24 habitants au kilomètre carré. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me bats tous les jours. Les deux Alsace, c'est 230 habitants au kilomètre carré. Ils avaient Fessenheim, ils en ont profité. Si on n'est pas foutu de profiter, développer notre territoire, on a un bijou en or et il faut faire confiance à nos ingénieux et à nos ingénieurs et je pense que ça marchera. Merci M. Torres. Merci. Comme prévu, la parole pour M. Guérit qui l'avait demandé.
Ouais, je voudrais revenir sur le coût. Le coût de CIGEO, ben, on s'en fout. C'est nous qui allons payer avec l'EDF. C'est déjà le cas. Hein. Vous le savez. Bon. Alors, que ça coûte 5, 10, 15 ou 20 milliards, on paiera plus cher l'électricité, comme on veut tous avoir. Et moi aussi, quand je rentre chez moi ce soir, j'espère bien qu'il y aura l'électricité pour que j'ai chaud et que je puisse utiliser Internet. Je suis pour. C'est le problème. On ne peut pas prendre le critère du coût. Enfin, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt, peu importe ce que ça coûte. Par contre, le problème aussi qu'il faudra être traité, si avec les descendries, si avec les puits, il y a un problème que la radioactivité qu'on a enfouie, elle remonte ou elle descend, il y a de l'eau en dessous, hein, et pas très loin, vous le savez. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Qui ira les rechercher? Va-t-on les remonter? Comment et que va-t-on en faire? Voilà. La raison pour laquelle il ne faut pas enfouir, hein, et même aux États-Unis, alors eux, ils ont la chance d'avoir un désert. Nous, enfin, à part le désert de la Meuse dont on vient de parler, attends, les Américains, ils les mettent dans des alvéoles en surface. C'est même nous, comment dire, pas le SUA, mais aidez-moi, qui a fait le prototype. Bon, excusez-moi. Bon. C'est les Français qui ont fabriqué et vendu aux États-Unis le système de stockage en surface. Faisons la même chose. Alors, ici, puisque c'est prévu, stockons les déchets en surface, hein, dans le désert de la Meuse. Et comme je l'ai déjà vu avec Dominique Maire, on pense, elle et moi, je me permets de la citer, bien sûr. Je sais bien. On pourra lui passer la parole après. Tout à fait. On pense que d'ici là, avec les startups que nous avons, on aura une startup qui trouvera la solution. Merci. Comme il n'y a pas d'autres mains levées, ce sera la dernière intervention extérieure de la soirée. Je vais donc repasser la parole à Landra pour répondre à ces deux interventions. Je me tournerai ensuite vers les garants pour un mot de conclusion de cette séquence et je repasserai la parole à Landra pour un mot de conclusion final. Il y a trois interventions finalement, parce qu'il y en a une troisième. Pouvez-vous évoquer la suite de la concertation? Donc trois interventions sur l'intervention du vice-président de l'agglomération de Saint-Dizier qui revenait sur la tenue de la réunion, revenir sur le coût, qu'est-ce qu'on fait des déchets s'il y a un problème, même si on reviendra peut-être sur les attentes par rapport à cette phase industrielle pilote et la manière dont vous avez déjà évoqué la manière dont les différentes étapes seraient contrôlées, et puis évoquer les suites de la concertation en troisième point de cette séquence. Alors d'abord je vais vous remercier pour vos remerciements. Ça touche bien entendu toutes les équipes de l'Andra qui, au-delà des équipes qui travaillent sur la concertation, se donnent tous les jours pour faire en sorte qu'on ait une solution de gestion à long terme sur tous les déchets radioactifs, que ce soit ici à Bure mais aussi ailleurs sur nos installations. Ensuite, rapidement sur le coût, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Guérit de dire que le coût ne sert à rien. En tous les cas, il y a quand même un enjeu financier et en tant qu'établissement public, nous devons aussi de gérer bien sûr les finances de manière performante, pour utiliser un mot qui est aujourd'hui à la mode. Sur les États-Unis, c'est vrai que les États-Unis utilisent aujourd'hui une solution qui est temporaire, qui est l'entreposage en surface dans des châteaux qui sont effectivement qui existent, mais les États-Unis sont en train actuellement de réfléchir à la mise en place d'une agence comme l'Andra. Il y a eu une proposition de loi qui a été faite par 2 sénateurs, un républicain et un démocrate, donc indépendamment du résultat qu'on connaît récent. Et l'objectif des États-Unis, c'est aussi d'avoir un stockage géologique profond dans des périodes de temps qui seront pas si lointaines. Le dernier point était sur la question des solutions alternatives. Les alternatives, on y travaille. Le CEA a beaucoup travaillé, d'autres y travaillent beaucoup. Il y a aujourd'hui des résultats qui montrent qu'on peut espérer peut-être avoir des choses qui permettront de réduire la radiotoxicité des déchets, mais en aucun cas que ça permettra de supprimer complètement les déchets. Et donc de toute façon, on a besoin d'avoir des installations de stockage. Ce sujet, il est suivi de manière très fine par l'autorité de sûreté nucléaire, qui émet
tous les ans un rapport annuel assez épais, que je vous invite à feuilleter ou à prendre, à lire, parce que c'est absolument très intéressant sur l'ensemble des sujets. Et dans le chapitre sur les déchets radioactifs, tous les ans, ils font l'état des avancées sur ce qu'on appelle les alternatives, notamment sur ce qu'on appelle la séparation-transmutation. Et aujourd'hui, on ne peut pas considérer que c'est une solution qui soit industrielle, et on ne peut pas donc considérer que demain, on aura de meilleures solutions. La dernière question, c'est comment on évoque la suite de la concertation. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la suite de la concertation? Nous allons remettre un rapport concernant ces propositions sur la phase industrielle pilote en fin d'année, début d'année prochaine. Et ensuite, nous engagerons l'année prochaine une autre concertation qui a été évoquée tout à l'heure sur la réversibilité. Le Parlement exige que le stockage soit réversible et on a introduit ce qu'on appelle des revues de réversibilité, c'est-à-dire des périodes tous les 5 ans où on va regarder ce que ça veut dire que le stockage soit réversible. Et tout l'enjeu de cette concertation qui sera organisée dans le premier semestre de l'année 2025 sera de regarder qu'est-ce que le public et les parties prenantes attendent de telles revues de réversibilité. Je n'en dis pas plus aujourd'hui, mais nous y travaillons, mais nous reviendrons vers l'ensemble des acteurs dans le début de l'année 2025. Pour la suite, ensuite nous passerons dans une phase plus particulière où nous préparerons l'enquête publique associée à CIGEO, qui permettra, là encore, au public, aux parties prenantes, de s'exprimer, puisque, comme pour toute demande d'autorisation de création, il y aura une enquête publique qui sera organisée dans un périmètre à définir, mais tout à chacun pourra y participer s'il le souhaite. Tu veux compléter? Moi, c'est là parce que j'avais pris la question à beaucoup plus court terme. Je me disais, comme j'ai certaines personnes qui sont là depuis 17 heures, que ça fait quand même 3 heures, et qu'à un moment donné, il va falloir poursuivre la concertation, mais de manière plus légère et surtout permettre à ceux qui souhaitent rentrer chez eux, parce qu'on a aussi une vie en Meuse, en Haute-Marne, et dans l'Aube, 3 heures de votre temps, c'est vraiment très très appréciable et très apprécié. Vous êtes hyper nombreux ce soir, donc évidemment, je ne vais pas conclure sur ça, mais c'était juste pour vous rassurer. On est bien conscient du temps que vous avez passé avec nous, on est bien conscient du fait qu'il faut qu'on termine, et donc je vous laisse. Merci. Alors, j'ai vu que M. Laponche avait relevé la main, ce sera presque de la gourmandise, parce que j'avais fait un appel au peuple pour indiquer que c'est la dernière salve. Voilà, donc pardonnez-nous par avance, M. Laponche, mais n'hésitez pas à envoyer votre intervention sur le Slido et elle sera prise en compte évidemment dans le compte-rendu de cette réunion publique. Et je vais passer la parole à Claire Morand, Jean-Luc Campagne, pour un petit mot sur la synthèse de cette séquence. Oui, alors on va essayer d'être très bref. C'était vraiment important pour nous qu'il y ait cette restitution et qu'elle puisse se faire avec l'ensemble des acteurs qui avaient participé à la concertation et avec une déclinaison au niveau local. Donc voilà. Et on a pu réaborder des thèmes qui sont apparus durant toute cette phase, c'est-à-dire les coûts, la gouvernance, la sûreté. Hein. La sûreté, ça fait partie des sujets qui sont très importants. Merci. Oui, alors après, moi je voulais juste insister pour terminer sur l'importance de la diversité des points de vue. Cette diversité que finalement qui a pu s'exprimer aussi là ce soir et que l'ANDRA a essayé d'aller chercher dans les temps de concertation qui ont été organisés avec les étudiants, avec le comité éthique ou l'ANCLI, ou ce qui s'est passé également en local hein, avec les groupes de chantier. Alors cette diversité de points de vue, effectivement, peut-être elle ne trouve pas toujours le cadre d'expression dans ce qui est proposé. En tout cas, pour nous, c'est un point d'attention. C'est important parce que tous les points de vue qui s'expriment quelque part, ce sont des points d'attention, des points de vigilance, parfois d'opposition, et qui peuvent aussi nourrir la conception du projet, qui peuvent enrichir la réflexion qu'on peut avoir sur ce projet, comment il est géré collectivement. Voilà. Et quelque part, ils ont tous leur place. Et on espère que pour la suite, ils pourront continuer à l'avoir. Parce que c'est une façon vraiment importante, quoi. Nous, en tant que garant, on croit vraiment à ça. C'est une façon d'aborder la complexité du monde, quelque part. Voilà.
Merci beaucoup, merci à tous, merci de votre attention, de votre participation. La réunion est enregistrée, sera donc mise en ligne, l'enregistrement sera mis en ligne. Elle fera l'objet d'un compte-rendu synthétique et l'ensemble des expressions, des contributions écrites ou orales seront tracées évidemment dans ce compte-rendu. Ça fait aussi partie des principes de la concertation. Bonne soirée à tous et à très bientôt.